Bonjour à tous et bienvenue dans 360. Dans cet épisode, nous allons parler de diffluence, un sujet qui se connecte étroitement avec les bassins endoréiques de la précédente vidéo. Diffluence est un de ces mots qu'on peut comprendre assez facilement en le décomposant. Flux, fluide, le flux de la rivière, dit comme dans divergence, différenciation, bref, le mot parle de séparer une rivière en deux. Il y a alors plusieurs explications possibles d'un point de vue géologique, géographique, comme vous voulez. La plus simple est celle du delta. Les grands fleuves, quand ils transportent beaucoup de sédiments, tendent à former un delta, une région marécageuse faite de sédiments apportés par l'eau, au milieu de laquelle le fleuve se sépare en plusieurs branches, un nom plus ou moins important, et qui vont toutes continuer vers la mer. Ce processus a beaucoup affecté certaines civilisations humaines, dont notamment la Basse-Égypte. Le Nil a utilisé de nombreux bras rien que sur la période humaine, et d'une période à l'autre, des bras qui étaient autrefois importants ont pu devenir bien moins importants, voire disparaître complètement. Par exemple, Méndès, une des anciennes capitales de l'Égypte pharaonique, est installée sur un bras complètement asséché aujourd'hui. Le fleuve s'écoule en fait dans une zone très plane, située à une très faible altitude, et du coup il ne peut pas éroder son lit pour le stabiliser en une vallée. Et donc, avec en plus l'apport de sédiments, eh bien, les lits vont changer au fil du temps, on va faire naître des îles, on va ainsi séparer le flux d'eau entre ces différentes îles, et c'est comme ça qu'on va créer plein de bras différents qui aboutiront tous à la mer, tôt ou tard. Foncièrement, il n'y a qu'un seul bassin versant et ses divergences finales à proximité du delta n'y changent rien du tout. Mais il y a d'autres cas de diffluence. Par exemple, l'Orénoque et l'Amazone sont deux fleuves sud-américains occupant chacun son propre bassin versant. C'est une situation normale. Un fleuve draine l'eau de son bassin jusqu'à son exutoire, en l'occurrence l'Atlantique. Sauf que l'Orénoque, non content d'être un fleuve se jetant dans l'Atlantique, est aussi un affluent du Rio Negro, un des affluents de l'Amazone. À un point de son parcours, l'Orénoque se sépare en deux branches, comme dans un delta, mais il est encore très loin de la mer. Une branche poursuit jusqu'à l'Atlantique, et c'est elle qu'on nomme Orénoque. L'autre branche prend le nom de Casiquiare, et elle coule vers le sud-ouest jusqu'à sa confluence avec le Rio Negro. En fait, il n'y a pas un bassin versant pour l'Amazone et un bassin versant pour l'Orénoque, il y a un seul bassin versant pour les deux. Mais à un point de ce bassin versant, la rivière Orénoque se retrouve en fait au sommet d'une butte. Il y a en gros deux possibilités, elle peut s'écouler dans deux directions. Et c'est ce qu'elle fait. C'est une petite bizarrerie due au relief local et c'est aussi sans doute un des exemples les plus emblématiques de diffluence à l'heure actuelle. D'autant plus que le Casiquiare est une rivière permanente, il y a toujours de l'eau dedans. Mais il y a aussi des cas où la diffluence peut être temporaire. Ici, la rivière s'écoule bien dans deux bassins versants. Un des meilleurs exemples pour ça est le bassin de l'Okavango, dont on a parlé la dernière fois. L'Okavango forme donc un delta dans sa cuvette pendant la saison humide. Quand l'apport d'eau est suffisamment important, le marais finit par déborder dans le Maguegana, une entaille dans les reliefs environnants qui borde le bassin endoréique et qui permet l'écoulement du surplus d'eau vers le Zambèze qui lui-même rejoindra la mer. On est donc ici sur un autre cas. En saison sèche, il n'y a pas assez d'eau, on ne peut pas passer par-dessus la limite du bassin versant, et donc le bassin est isolé, endoréique. Quand il y a beaucoup d'eau pendant la saison humide, le niveau d'eau dépasse l'altitude maximale du bassin, et donc ça permet à l'eau de s'écouler vers le bassin d'à côté. En réalité, beaucoup de bassins situés dans des zones tropicales avec une forte variation de la pluviométrie selon le moment de l'année vont avoir un tel processus qui peut se mettre en place. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par nature, aucune de ces diffluences n'est une situation qui va être stable dans le temps. C'est évident dans le dernier exemple, puisque c'est qu'intermittent,
mais plus généralement, il est très fréquent dans une diffluence qu'un des bras finisse par l'emporter sur l'autre, l'asséchant progressivement. Entre le quasi-carré et l'Orénoque, l'un finira par devenir le seul bras existant. Dans le cas du delta, cette domination elle-même ne sera que temporaire et un bras pourra bientôt se former là où un autre avait été fermé un peu plus tôt. Et bien sûr, tout cela est en plus affecté par la tectonique des plaques qui vient perturber le relief. Pour terminer l'histoire de l'Okavango et donner un exemple de ce processus, le delta il se termine dans un désert, mais ça n'a pas toujours été le cas. Le fleuve fut autrefois un affluent du Limpopo, un fleuve qui se jette aujourd'hui encore dans l'océan Indien. Mais l'ouverture du rift est-africain a créé des failles qui ont transformé le relief, fermant le bassin et conduisant tous les grands fleuves de la région à donner naissance à un vaste lac, le Magadi-Gali. Ce lac a existé pendant un temps, occupant un des grabens les plus au sud du rift est-africain. Et puis, alors précisons d'abord, peut-être ce rift a été causé donc, par la dislocation du continent africain. C'est ce qu'on appelle donc un graben, un fossé d'effondrement en français. C'est le premier stade de la déchirure continentale qui peut un jour devenir un océan. On reviendra là-dessus. Donc ce graben, il a été comblé au fur et à mesure par les sédiments apportés par le fleuve. On a accumulé 600 mètres de sédiments au point le plus profond. C'est un tout petit graben, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Et en parallèle, donc, le climat s'est fait plus aride et le lac s'est asséché. Certains des fleuves sont parvenus à se tailler un passage vers un lit qui allait pouvoir aboutir à la mer. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas réussi restent coincés dans la cuvette. Ils vont créer deux étendues d'eau principales, le delta de l'Okavango et les salines de Magadik-Gadi. Les secondes sont la principale zone de nidification des flamants roses en Afrique du Sud. Quant au premier, on en a déjà parlé et il se jette en fait dans le graben qui se trouvait au centre de l'ancien lac. Et c'est pour ça qu'il est un bassin endoréique. Il est très difficile pour l'eau de sortir d'une cuvette. Mais un jour, la cuvette sera entièrement comblée par les sédiments, les bordures complètement érodées, et le bassin endoréique n'en sera plus un. À moins bien sûr que le rift est-africain ne continue de s'ouvrir et d'agrandir la cuvette, auquel cas il finira par devenir un océan. Et le bassin endoréique n'en sera plus un. Comme je le disais, ces systèmes ne sont pas à l'équilibre avec le reste de la planète. Et les bassins endoréiques, comme les diffluences, finissent toujours par disparaître. Bref, cette vidéo est déjà bien trop longue. Ce sera tout pour aujourd'hui. À une prochaine fois. Et d'ici là, puisse votre esprit demeurer vif et votre curiosité dénuée de toute limite.